Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter ces spéciales synopsis. Synopsis de ce jour va connaître la co-présentation de mon confrère Doudou Montiri. C'est en fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'autant plus que Synopsis d'aujourd'hui va connaître la fusion des deux émissions, c'est-à-dire Synopsis et Grand H. Pour ce faire, votre émission reçoit ce jour dans son numéro Maman Anne-Marie Makombo pour bien connaître sa vision, ses réalisations. Place à présent à mon confrère Doudou Montiri de vous faire la présentation de Madame Anne-Marie Makombo. Voilà, notre invitée s'appelle Anne-Marie Makombo Kamonia, nationalité congolaise, née le 24 mai 1953 à Kinshasa. Son père s'appelle Makombo Mutamba, sa mère s'appelle Beya Fatouma, province Lomami. Expérience professionnelle, février 2008 à ses jours, administrateur à Kisenge Manganèse, participe au conseil d'administration, recherche des éventuels partenaires pour l'avancement de l'entreprise, participe à la décision et à l'orientation de l'entreprise. De 1985 à ces jours, employeur, société du groupe Makombo, atelier Kamonia, atelier des coutures, établissement Mac Fitness, salle de sport, établissement Mac Soft, bureautique, établissement Mac Clos, vente des produits pharmaceutiques, chambres froides diverses. De 2003 à 2006, députée nationale, présidente de la commission femmes, familles et enfants à l'Assemblée nationale, Parlement des transitions. Préside la commission défendre le loi devant le parlementaire sous sa présidence et aussi lors de l'examen par article de la Constitution, elle a joué un rôle prédominant pour l'article 70 tel que stipulé un mandat de 5 ans du président renouvelable une seule fois, en lieu et place des mandats de 5 ans renouvelables plusieurs fois. Représenté à plusieurs reprises notre pays, la République du Congo, lors des conférences au siège des Nations Unies à New York, elle a toujours défendu notre pays et toujours haussé sa voix. Et pourquoi pas aussi en soulignant, elle a contribué surtout pour la défense des femmes. Et nous vous signalons aussi que Maman Anne-Marie Makombo, de 2005 à 2006, administrateur puis nommé président du conseil d'administration AI à CMDC, présider les conseils d'administration. Affiliation à des associations, groupements professionnels de 1985 à ces jours, membre fondateur de l'ONG Action pour la démocratie et le développement communautaire, ADDC en sigle. Cette structure se fixe comme objectif essentiel d'encadrer la femme rurale, de former la jeune fille, agir dans le milieu rural. Membre fondateur et trésorière de l'ONG Dynamique Nationale Femmes Politiques en sigle DINAFED. Réunir les femmes congolaises évoluant au sein des différents partis politiques, inciter et former la femme congolaise à la culture politique et aux valeurs politiques, promouvoir la solidarité entre les femmes politiques. Membre fondateur du caucus des femmes congolaises. Cette structure se fixe comme objectif essentiel encadrer les femmes dans les domaines politiques, défendre tous les intérêts des femmes. Agent à Kinshasa de l'ONG new-yorkaise Muziki Society. Cette structure a comme action principale aider et scolariser la petite fille congolaise par le paiement des frais scolaires, prise en charge des soins de santé de la petite fille congolaise. Éducation, Institut Carnegie à Paris, France, septembre 1978 à juillet 1979. L'art de la communication, Centre de formation Singer, Paris, France, septembre 1976 à juin 1978. Cours de stylisme et de haute couture, utilisation et maintenance des machines industrielles Singers.
Gestion d'une unité de production de haute couture, Institut de gestion de Paris, Paris-France, octobre 1974 à juin 1976. Gestion des entreprises. Autre formation, 2001, Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, UNIFEM à Kinshasa. Séminaire de formation sur la résolution des conflits en Afrique, 1998, Ligue des droits de l'homme à Kinshasa, étude des instruments juridiques relatifs aux droits humains. 2005, formation en anglais au Cali. 2005, formation en information, initiation à Windows, Microsoft Word. Au centre de formation du collège Bogoto, 2014, formation en journalisme, action pour la promotion de la presse indépendante au Congo. Activité politique. De novembre 2010 à ce jour, membre fondateur de la Ligue des démocrates congolais, en sigle l'IDEC, parti politique congolais. De 2006 à 2010, membre fondateur de l'Alliance pour la reconstruction du Congo, ARC, parti politique congolais, et membre du bureau du comité exécutif, secrétaire général adjoint chargé des égalités des chances. De 2001 à 2006, membre du bureau exécutif du Mouvement de libération du Congo, MLC, parti politique congolais. Secrétaire national chargé de la femme, délégué du MLC au dialogue intercongolais de Sand City, rapporteur MLC dans la commission Vérité et Réconciliation au dialogue intercongolais. De 1990 à 1995, membre du Parti social-démocrate chrétien, PDSC, parti politique congolais, vice-présidente de la jeunesse du PDC, JPDC. Langue parlée, français très bien, anglais bon usage professionnel, lingala très bien, chiluba bien. Et nous disons qu'elle est notre invitée, à titre de rappel, de cette émission spéciale Synopsis, Madame Anne-Marie Makombo Kamwanya. Très bien, je crois que notre décor est planté avec ces parcours riches en expérience de Madame Anne-Marie Makombo. Maintenant, on va devoir commencer notre émission. Madame Anne-Marie Makombo, bonsoir. Bonsoir. Sentez-vous à l'aise? Oui. D'entrée de jeu, comment voyez-vous la situation de la République démocratique du Congo? La situation de la République démocratique du Congo, ça dépend sous quel angle. Ce que nous parlons, ce qui est d'actualité en ce moment, oui. Nous avons le problème des députés. Oui. Les députés qui ont été invalidés et puis validés par la Cour constitutionnelle. Une situation un peu pas très commune en général. Donc c'est une situation que nous trouvons un peu bizarre de la part de la Cour constitutionnelle. Donc ces députés-là, nous les avons vus, ils ont été élus massivement. La majorité de ceux qui revendiquaient, ce sont vraiment des élus qui ont été, des députés qui ont été des hommes et femmes qui ont été portés par le peuple congolais. Et la CENI les avait reconnus, les a donc validé leur élection. Et à notre grande surprise, patatrac, la Cour constitutionnelle les invalide. Bon, ils ne se sont pas laissés faire, ils ont manifesté, ils ont même fait du sitting. Et maintenant, bon, la Cour constitutionnelle les valide encore de nouveau. Donc c'est une situation un peu bizarre. Vraiment très bizarre, mais je dois reconnaître que dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, il est dit ceci, que quand on constate des erreurs matérielles ou des erreurs d'interprétation, on peut, à la suite de cela, réexaminer les cas que la Cour elle-même a statué sur ça. On peut réexaminer ça, quand bien même les arrêts de la Cour sont des arrêts opposables à tous. Donc la Cour a réexaminé, à la suite de cela, les a validé de nouveau. Et il ne faut pas oublier quand même, c'était sous quand même l'intervention du chef de l'État. Le chef de l'État avait demandé au président de la Cour constitutionnelle, vu l'ampleur que prenait la chose, de lui expliquer qu'est-ce qu'il arrive.
C'est ainsi qu'ils se sont... Mais vous ne voyez pas que cette intervention du chef de l'État met en mal l'indépendance de la justice? Je ne pense pas, parce que le chef de l'État est le garant de la nation. Oui. Le chef de l'État doit s'assurer que tout marche bien dans le pays. Et il voyait effectivement, nous allons vers une dérive qui pouvait être très très grave. Et c'est comme ça qu'il a posé la question. Il ne s'est pas interposé. Il a posé la question en se demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi. Mais vous avez dit ici que les arrêts de la Cour sont inattaquables et susceptibles d'aucun recours. Vous ne voyez pas que en rendant ces arrêts, la Cour a ouvert une jurisprudence sur l'inattaquabilité de ces arrêts? Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais toujours dit que la Cour va nous dire que leur loi organique les autorise en cas d'erreur matérielle ou bien erreur d'interprétation de pouvoir rouvrir de nouveau. Mais toujours est-il que la Cour a laissé là des tâches qui ce n'est pas bon. Personnellement, je pense que si on était dans un pays bien organisé, la population, le peuple congolais a le droit de demander la révocation des membres de la Cour. Ils devaient donner leur démission. Parce que l'acte qu'ils ont posé est un acte assez grave. Voilà, Madame Anne-Marie Makombo, nous vous avons bien compris et surtout j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui on a toujours, la Bible a bien précisé cela, que la justice élève une nation. Voilà, donc si vous tenez à tout ce que les juges ont pu comme ça faire, est-ce qu'on peut espérer un jour à une élévation de notre pays? À l'allure où vont les choses, moi je suis de nature optimiste, mais à l'allure où vont les choses, il y a lieu de s'inquiéter quand même. Parce qu'une cour comme la Cour constitutionnelle agir de la sorte, c'est vraiment inquiétant. Et moi, je suis de ceux qui disent qu'ils doivent déposer. Ils doivent déposer et on doit nommer d'autres personnes. Mais la justice aujourd'hui, c'est aussi une véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant des droits et libertés fondamentaux. Quelque part, il y a eu les gens qui se sont lésés face à l'arrêt rendu par la Cour et qu'ils ont saisi la Cour pour la Cour puisse répondre à sa manière et qu'aujourd'hui la Cour a répondu. C'est encore mauvais pour cette Cour qui a répondu quand même aux desiderata de certains députés qui ont été invalidés sans pour autant tenir compte... Non, ce qui est mauvais dans ça, c'est que la Cour fait un jeu de va-et-vient. C'est ça qui est mauvais. Il dit d'abord oui, non, après oui. C'est ça qui est mauvais. Oui. Finalement, on sent que la Cour ne maîtrise pas ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'il y a eu des pots de vin? Il y a lieu de se poser ces questions-là maintenant. Cette Cour-là n'est-elle pas instrumentalisée? Toutes ces questions maintenant se mettent au-dessus maintenant en se disant mais qu'est-ce qui se passe avec cette Cour? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres, et c'est de savoir aussi aujourd'hui qui pourrait parier sur la fin de la controverse autour des arrêts de la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas que c'est la Cour elle-même? Qui pourrait, vous dites? Parier sur la fin de ces contestations de la part de certains députés invalidés par la Cour. Oui, la fin de ces contestations, effectivement, c'est la Cour elle-même, mais toujours est-il que la Cour a pris un mauvais chemin. Ça, le chemin pris est vraiment un mauvais chemin. Bien sûr, elle fait un peu marche arrière, mais c'est un mauvais chemin que la Cour a déjà prise. Donc, vraiment, ça inquiète plus d'un. Mais un mauvais chemin, c'est pas dans les chefs de ceux-là qui sont réhabilités par la même Cour. Là, peut-être, vous pouvez le dire à certaines personnes qui se sentent... Je ne vois pas pourquoi ceux-là qui ont été réhabilités ont pris un mauvais chemin. C'est la Cour qui donne la décision, c'est la Cour qui examine. Oui. Et c'est la Cour qui prend sa décision. Non, parce qu'ils croient maintenant à notre justice. Non, ça, effectivement, là, ils croient en notre justice parce que c'est un peu égoïste de leur part, parce que c'est eux
qui ont été réhabilités. Maintenant, ils croient en notre justice. Ça, effectivement, de la part de nos députés, c'est un peu mesquin. Je trouve que c'est mesquin. Parce que s'ils n'étaient pas réhabilités, ils n'allaient pas croire. Ils sont réhabilités, ils croient. Et les autres qui n'ont pas été réhabilités, tant pis pour eux, ça ne nous regarde pas. Moi, j'ai été réhabilité, donc la Cour, elle est bien. Donc, c'est un peu égoïste de leur part. Ils ne font pas un bon jugement de l'historique de l'affaire. Mais un bon nombre ont été réhabilités quand même. Il n'y a que peu qui n'ont pas été même validés. Qui n'a pas été réhabilité, c'est pas bon. Même s'il y a une seule personne, c'est pas bon. Il faut penser à cette personne-là. Mais il y a aujourd'hui le mouvement de libération du Congo qui appelle à la féodation de cette cour. Comment interprétez-vous ça? Effectivement, il y a lieu de se poser des questions. Il y a lieu de se demander pourquoi la Cour a agi ainsi. Et pourquoi, dans l'invalidation des membres des députés, ce n'était que des députés de l'opposition. Les députés de la majorité ont été réhabilités par les députés de la majorité. Oui. Mais ceux de l'opposition ont été, leur place a été prise par les députés de la majorité. Donc, il y a lieu de se poser... Nous sommes des êtres humains. C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. Et là, je comprends parfaitement le MLC. Voilà, je ne sais pas, Madame Anne-Marie Makombo, oui, nous, le président a bien dit que nous allons instaurer un état des droits, mais en vous référant à tout ce que nos amis de la Cour, le juge, ont pu faire, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à l'instauration d'un état des droits en démocratie du Congo? Là, je dirais, ne soyons pas trop sévères, n'allons pas trop vite en besoin. Les choses avancent progressivement. Oui. Ce n'est pas du jour au lendemain comme une baguette magique, on tape, allez, tout redevient très bien, tout redevient en ordre. Non. Là, il faut quand même laisser le temps au temps pour que les choses redeviennent petit à petit dans l'état où ça doit être. Mais est-ce que l'instauration d'une démocratie telle qu'elle a dit, de Domontiré, commence d'abord par ces arrêts rendus par la Cour? Ça commence par plusieurs choses. Chacun dans son domaine, chacun dans son institution doit faire de telle sorte que les choses puissent changer, nous puissions aller de l'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, faudra-t-il admettre que cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle risque de replonger les pays dans la cage du départ? C'est-à-dire, à un moment donné, les arrêts étaient inattaquable, mais aujourd'hui, la Cour a rectifié. Je ne serai pas aussi pessimiste. Moi, je dis ceci, il faut qu'il y ait un changement d'individu dans cette Cour. On doit changer. Changement d'individu. Tout à fait. Donc c'est un problème de moralité? Oui, c'est un problème de moralité. Ce qui s'est passé, c'est un problème de moralité. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Et qui doit le faire? La personne, l'autorité habilitée à le faire. Et pour la CENI? Pour la CENI est fait mandat. La CENI est déjà fait mandat. La CENI, le mandat s'est terminé au mois de juin. Maintenant, on va nommer d'autres personnes. Mais on doit changer... Mais les critériums, c'est aussi important. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. On doit changer la façon de nommer les gens. Moi, je ne suis pas d'accord quand on prend un certain nombre. Chaque parti politique a le droit de donner ses membres dans la CENI, à la CENI. On a vu les membres des partis politiques à la CENI, là où ils étaient, ils n'ont absolument rien fait. Ils ne savaient pas rendre compte au peuple. Et tout maintenant était la faute de Nanga. Moi, je dis, ce n'est pas seulement la faute de Nanga, c'est la faute de Nanga et de tous les membres des partis politiques qui étaient dedans. Si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Si vous restez là, cela veut dire que vous êtes complice. J'essaie un peu de faire une comparaison en 2003, parce que vous avez bel et bien signalé, c'est signifié dans votre CV ici, vous étiez député national de 2003 à 2006. Ça, c'est un peu une sorte de comparaison. Donc tout ce qui s'est passé en ce net moment, est-ce qu'à l'époque, ça pouvait vraiment comme ça tenir? Mais à l'époque, on venait d'instaurer le système. D'ailleurs, les députés que nous étions nommés. Et on venait de mettre en place pour la première fois la CENI dans notre pays. À cette époque, d'ailleurs, ça s'appelait... CEI. CEI, voilà. Donc on venait de mettre. Et il y avait déjà des couacs. Des choses qui n'allaient pas. Donc même Congolais a des problèmes, c'est ça? Et
et la situation a continué à s'empirer. Et le problème congolais, effectivement, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité, le problème de notre pays. Et vous qui avez des responsables, parce qu'on peut si vous allez dans le genre, si vous allez dans le genre, je ne vais rien dire à votre mari au Zimbabwe ou Wapi. Si vous allez dans le genre, il ne faut pas être aussi simpliste. Ceux qui dirigent ce pays, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, n'oubliez pas ça. Si vous allez dans le système genre, moi j'étais là pour parler en général, mais si vous allez dans le genre, ce sont les hommes. Et là, vous allez, je vais me sentir obligé de vous dire que le pouvoir doit être, la parité doit rentrer en ligne de compte, les choses vont changer. Mais madame, vous avez prôné aussi la représentativité de la femme au sein des instances des décisions. Aujourd'hui, il y a 30% des femmes qui travaillent dans des institutions de la République. Vous ne voyez pas que c'est une avancée de votre part? 30% de femmes? Oui. Vous les voyez où? Non, ça a été décidé par les chefs de l'État. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale... Ça a été décidé et ça a été fait. S'il vous plaît, l'Assemblée nationale aujourd'hui est dirigée par une femme, Janine Mabunda. Ah oui, dirigée par une femme, d'accord, oui. Mais il y a combien de députés? Mais il y a un certain nombre de députés femmes. Combien de femmes? Il y a combien de députés? Il y a à peu près 10% à peine. On est loin de ce que vous dites 30%. Encore loin de 50%. Pensez-vous que la femme peut réussir à sortir la République démocratique du Congo de la crise multidimensionnelle qu'ils vivent actuellement? J'y crois. Comment? Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, parce que vous avez ouvert une boîte à Pandore. C'est vous qui l'avez ouvert, ce n'est pas moi. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Madame Anne-Marie Makombo, quelle solution pour pallier à ces problèmes de la justice de la République démocratique du Congo? Je l'ai dit, il faut changer les hommes qui sont là. Et la mentalité doit changer. On doit savoir sévir. Vous avez fait une erreur, il faut que l'impunité doit être à zéro. Et comment la tolérance zéro pour tout ce qui est corruption, etc., etc. Tolérance zéro. Voilà, Madame Anne-Marie Makombo Kamonia, dans le cadre de l'émission Grand H, bien qu'aujourd'hui nous sommes décidés de travailler, de présenter l'émission des co-présentés. Dites-nous un peu, vous êtes une grande dame? C'est vérifiable? Vous pouvez le prouver par vos actions concrètes sur terrain. Qu'avez-vous déjà réalisé? Bon, déjà, je crois que vous avez lu, là, quand j'étais députée, je ne me suis pas contentée d'être seulement députée qui est contre. Non, ça, c'est pas mon genre. J'ai défendu la loi que nous avons aujourd'hui, la loi sur les violences sexuelles. C'est moi qui l'ai défendue au Parlement. Et nous avons pu le pays est doté de cette loi sur les violences sexuelles. Et l'article 70 de la Constitution. Et la majorité des députés qui crient aujourd'hui, même des hommes politiques qui crient aujourd'hui, qui criaient l'alternance, voulaient eux tous un mandat indéterminé pour le cas du président de la République. Je me suis battu bec et ongle. Malgré le mot d'ordre donné par mes supérieurs, je suis allé à l'encontre de ça parce que je n'étais pas du tout convaincu qu'il fallait voter un mandat indéterminé. Pour moi, c'était un mandat déterminé à deux tours. Un président doit se présenter une fois et la deuxième fois et c'est terminé. Donc je me suis battu pour que cette disposition-là puisse passer dans l'article 70, donc 70. Mais vous l'avez défendu et non créé une loi. C'est en fait ça. Donc, quand on était en train d'examiner la Constitution, oui, article par article, oui, le projet de la Constitution, oui, article par article, quand nous sommes arrivés à l'article 70, donc 70, on devait donc
la tendance était que l'article 70 doit être stipulé comme ceci, que le mandat du président de la République doit être un mandat indéterminé, renouvelable à profusion. Donc, comme le président le désirait, si le peuple veut le reconduire, il peut être reconduit 1, 2, 3, 4, même 10 fois. Je me suis opposé à cela. Et j'ai mené une fronde au Parlement pour que ça ne passe pas. Mais, Madame Anne-Marie Makombo, dans le cadre de production législative, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez, ne fût-ce que proposé, en fait, une proposition de loi et adoptée au niveau du Parlement à l'époque? À l'époque, même la loi sur les violences sexuelles que j'ai défendue, j'ai eu du mal à la défendre. On n'avait pas le temps de toutes ces lois-là. Tout était centré sur les lois qui allaient mettre en place la nouvelle, comment pourrais-je dire, les nouvelles institutions dans le pays. Oui. On n'avait pas le temps de initier des lois. Donc, il y avait les lois, parce qu'on avait les lois sur Vous étiez empêché par quelqu'un? Le président, c'était le programme de l'Assemblée nationale à l'époque. C'était le programme. On n'avait pas le temps des lois annexes, rajouter des lois, non. Et j'ai dû batailler avec l'aide, je dois le reconnaître, de la communauté internationale qui nous a vraiment aidé, notre commission, pour que même la loi sur les violences sexuelles, pour qu'on nous laisse défendre cela au Parlement. Il n'y avait pas le temps, on avait eu un mandat de 3 ans. Mais en fait, une question de curiosité, vous étiez dans quelle commission à l'époque? J'étais la présidente de la commission Femmes, Familles et Enfants. Et ça c'est bien. Maintenant, nous avons des difficultés, les femmes souffrent, et les enfants également, mais vous avez comme ça une ONG, parce que vous avez mis ça sur pied. Vous avez vu aussi que j'ai fait beaucoup de voyages. Aussi membre fondateur du caucus des femmes congolaises, mais en pratique, est-ce que ces femmes, jusqu'aujourd'hui, bénéficient de votre expertise ou de votre soutien? Non, moi je me suis apaisantie surtout sur la jeune fille et la femme, lui donner une certaine autonomisation. Donc je forme même des femmes dans la couture pour qu'ils puissent apprendre un métier, être plus autonomes. Et... De façon gratuite? Ah oui, de façon gratuite. Vraiment de façon gratuite. Mais qui vous finance? Qui me finance? Ben justement, mes petits moyens. Si on me finançait, j'aurais pu faire quelque chose de plus grand. Et il y a aussi mon Muziki Society que vous avez lu. Ça, c'était un groupe de femmes congolaises à New York qui envoyait de l'argent ici. C'est moi qui canalisais cet argent pour scolariser des petites filles. Et on a pu avoir des filles qui ont eu le diplôme d'État grâce à ce système-là. Et il y a aussi, en ce moment, nous sommes en train de mettre en place une école de lecture parce que la femme, même le garçon, mais nous, comme on regarde beaucoup le cas de la femme, la jeune fille ne s'intéresse pas à la lecture. Mais votre parti politique, la Ligue des démocrates congolais, ouais. Ça c'est un parti politique? Tout à fait, oui. La démocratie étant... en fait, vous avez beaucoup parlé de la démocratie dans votre parti, mais seulement, je ne sais pas, il y a un cadre de formation de vos leaders. Est-ce que vous le faites comment? C'est par des simples slogans ou c'est vraiment vérifiable et aussi... Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est vous-même, parce que vous êtes fondateur. Vous avez une structure vraiment bien assise. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes contre, d'ailleurs la Constitution le dit, un parti politique doit être là pour conscientiser la population et non être là seulement des slogans, les djalelo. Nous ne sommes pas du tout pour ça. Et j'ai un exemple d'ailleurs d'une dame qui nous a quittés, qui est allée dans un autre parti politique, je peux faire taire le nom, et revenue vers nous pour nous remercier, pour nous dire vraiment, ici on travaille. Il y a un encadrement. Oui, il y a un encadrement. Ok, alors face au comportement de nos politiciens actuels, en fait, de façon générale, nous pouvons vous poser la question de savoir est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre à un changement, surtout parce que vous vous basez plus du côté de votre ventre, hein, c'est le ventre qui prédomine, ouais, et le reste c'est après. Alors c'est quel genre de combats
que vous tentez comme ça de mener? Non, les politiciens d'aujourd'hui, la grande majorité, c'est la politique vraiment du gâteau, quoi. Il faut se partager le gâteau, il faut que nous ayons une place. La preuve, vous voyez, le gouvernement tarde à se mettre en place. Pourquoi il tarde à se mettre en place? Parce qu'il y a des grands gourmands qui sont là, qui veulent toujours que ce soit eux, qui doivent être là, et donc ils voient le partage du pouvoir comme le partage d'un grand gâteau. Ils doivent se servir et le pays ne marche pas à cause de tous ces politiciens-là, ces hommes-là, qui font que quand ils sont, on les élève à des fonctions, c'est pour leur confort personnel. Ce n'est pas pour... ils n'ont pas le souci de se dire que nous devons faire cela pour que le pays puisse avancer. Mais le but d'un parti politique aussi, c'est de conquérir les pouvoirs. Cela ne vous intéresse-t-il pas? Mais bien sûr que ça nous intéresse. Je n'ai jamais dit que ça ne nous intéresse pas de conquérir le pouvoir. Mais avant tout, le but d'un parti politique, c'est conscientiser le peuple. Le peuple congolais ne réalise pas encore ce que c'est qu'un parti politique. Mais vous avez dit, vous venez de dire tout à l'heure que le but d'un parti politique, c'est de conscientiser les peuples, mais il y a également la constitution de la République qui a été déjà entérinée sans que le même peuple que vous prônez puisse en connaître les contenus. Vous ne voyez pas que, en tant que leader, soit cadre d'une grande formation politique telle que la LIDEC, vous avez un rôle hautement pédagogique à jouer? Oui, et je vous contredirai un peu en vous disant qu'aujourd'hui, le peuple congolais commence à prendre conscience de plus en plus que nous avons le livre fondamental qui est la Constitution. Vous allez n'importe même un petit vendeur de cacahuètes, c'est ça. Parfois, ils arrivent à vous citer des passages. Constitution et lobby boy, Constitution et lobby boy. Petit à petit, nous sommes en train d'y arriver parce que les politiciens parlent. Les politiciens... mais là, vous parlez des Congolais en général, mais au niveau de votre parti, la LIDEC. Au niveau de notre parti, oui, nous conscientisons, nous faisons toujours des réunions de conscientisation. Comme je vous ai dit, là, nous allons apprendre à nos jeunes le besoin de la lecture. Si on n'a pas cette curiosité-là de lire, on n'avance pas dans la vie. La lecture est le savoir bien parler en public. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons appris à un grand nombre aussi comment tenir un blog. Et on a vu vraiment les défaillances qu'il y a dans l'écriture, de l'art de l'écriture. Le Congolais, l'enseignement a beaucoup baissé. Et moi-même, d'ailleurs, je tiens un blog et nous avons voulu initier ça à d'autres. Nous avons réussi avec quelques-uns, mais beaucoup traînent la patte parce qu'effectivement, l'écriture n'est pas facile au niveau du peuple congolais. Voilà, donc vous êtes membre de l'ONG Action pour la démocratie et le développement communautaire. Hein. Oui. Alors, vous encadrez les femmes rurales, tout ça, mais ça c'est bien. Mais l'axe prioritaire pour développer notre pays, parce que vous êtes du domaine, nous devons nécessairement commencer par à quel niveau, par où? L'axe prioritaire pour développer notre pays, voilà. Moi je dirais l'agriculture. L'agriculture. Et l'éducation. Et vous le faites déjà dans votre parti politique? Nous n'avons pas le pouvoir... Parce que vous avez bien précisé ici, vous encadrez la femme rurale, vous formez la jeune fille. Nous le faisons. Vous agissez dans le milieu rural. Vous le faites comment? Toujours de façon théorique? Non, jamais de façon théorique. Si vous voulez, je peux même vous inviter pour que vous veniez visiter nos fermes que nous avons à Montsabo et à Njili Brasserie. D'ailleurs, chaque vendredi, là, ce vendredi, aujourd'hui, nous vendons du pondou. Hein, donc nous faisons vraiment la production du pondou avec les mamans. Et, là, vous ne le faites pas gratuitement? Le pondou. Nous faisons la production du pondou, oui. Et nous allons faire ça gratuitement. Pourquoi? C'est pour aider aussi. Comment nous allons avoir les moyens pour continuer la production? Mais c'est pour compatir. Comment nous allons avoir les moyens pour compatir, comme vous dites, quand une maman vient à j'ai un deuil, mais nous allons avoir l'argent où? Nous allons avoir l'argent où? Là, je trouve que vous n'êtes pas très... comment vous êtes en train de me provoquer là. Non. Il faut quand même avoir des sources de revenus pour pouvoir aider.
pour pouvoir aider. Mais votre difficulté, c'est laquelle dans cette optique-là, dans ces domaines-là? Vous avez quelle difficulté? La difficulté, c'est les moyens. On voudrait avoir plus de moyens. On voudrait avoir plus de moyens pour faire des choses en grand. Voilà, il y a un SMS de M. Jacques Wandenga qui voulait vous poser la question de savoir, M. Nanga, on doit nécessairement l'auditer. Hein? Il a déjà fait mandat. Les impaiements de ses agents, leurs indemnités, qui va les payer? Selon Jacques Wandenga Boisou. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question de notre téléspectateur qui nous suit. Nanga doit être audité. Juste une parenthèse qu'on va ouvrir et refermer rapidement. Mais c'est déjà établi, même la communauté internationale l'a dit, la richesse de Nanga, quand il a commencé et maintenant quand il a terminé son mandat, c'est à se poser des questions. C'est tout à fait normal qu'il soit audité. Je ne vois pas quel mal y a-t-il à être audité. Mais moi-même, qui suis dans mes petites entreprises que je fais, il y a des moments, j'appelle l'audit pour venir auditer. Je ne vois pas quel mal y a-t-il. Mais Madame Anne-Marie Makombo, l'audit consiste aussi à démêler les chevaux et faire un examen minutieux du passé plutôt établir des responsabilités. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est à la base de cette situation? Mais est-ce que c'est seulement Nanga qui on doit auditer, alors que dans ces pays, il y a également les caisses de l'État qui sont saignées à blanc? Non seulement par l'institution. Là, nous parlons du cas de Nanga. Et pour les impaiements? Si vous allez dans ce sens-là, cela veut dire, comme il y a tous les autres qu'il faut auditer, ne parlons plus du cas de Nanga. Et les impaiements? L'audit dans notre pays, effectivement, il y a beaucoup de gens qui doivent être audités. Mais vous m'avez posé la question pour Nanga, je dis oui, Nanga doit être audité. S'il vous plaît, Doudou, pour les cas de la CENI, vous parlez de Nanga, bien sûr. Nanga, c'est pas Nanga qui a commencé à diriger cette la commission électorale nationale indépendante. Il y a eu Malou Malou. Pourquoi à son époque vous n'avez pas aussi demandé l'audit? En auditant Nanga, on verra des situations qui ne vont pas aller, qui peuvent nous ramener plus loin, ainsi de suite, et on va décortiquer l'affaire et on saura d'où viennent les responsabilités. C'est aussi simple que ça. Les impaiements. Les impaiements des agents de la CENI. Ce n'est pas normal. Et les impaiements, on voit ça partout dans notre pays. Il y a des impaiements. Ce n'est pas normal que quelqu'un travaille et à la fin du mois, il ne reçoit pas son salaire. Où est passé le salaire? Ça, on voit ça partout. Et c'est ça que je disais au début de notre émission, c'est le changement de mentalité qui doit être vraiment reformé dans notre pays. Il y a des gens qui estiment que quand ils sont chefs quelque part, ils doivent non seulement s'approprier de leur salaire, ce qui est normal, mais le salaire de leurs agents, c'est encore pour eux. Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qui fait que cette situation continue à durer? Tout simplement parce qu'il y a l'impunité. Il y a l'impunité, on ne sévit pas. Mais c'est l'impulsion des sanctions. Ça doit provenir d'où comme ça? Parce que là, il faut nécessairement qu'on se le dise. On doit sanctionner tous ceux qui commettent des... La justice doit être libre pour pouvoir faire son travail. Mais qui va impulser cette dynamique? Qui va impulser pour que la justice puisse faire normalement son travail? D'abord, prenons le cas des députés. Les députés sont là pourquoi? Des députés qui sont en même temps marginalisés par la validation. Mais il y a des gens qui sont là dans cet hémicycle que nous appelons honorables. Ils sont là, ils doivent interpeller tous ces gens-là et mettre les choses en ordre. Est-ce que les Congolais veulent vraiment l'avancement de on les a votés pourquoi? Pour ça, entre autres. Surtout pour ça. Mais on les a votés pour ça, mais nos députés n'ont pas eu quand même, ils interpellent, mais pas pour autant sanctionner certains individus qui ont détourné. Ils doivent interpeller et confier l'affaire à la justice et la justice fait son travail. Mais il y a eu des cas, les exemples sont légion. La commission qui devait s'enquêter sur les problèmes du FPI. Mais ça montre très bien que le pays va mal. Est-ce que nous aimons réellement ces pays? La question, il faut poser ça là, aux Congolais. Donc, les Congos ont souffert
Madame Anne-Marie Makombo, pour clôturer ces chapitres, faudra-t-il admettre que les Congo a souffert de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays? Je ne dirais pas ça, parce que le Congo n'a pas besoin, même l'Afrique tout entière, n'a pas besoin des hommes forts. Nous avons besoin des institutions fortes, des institutions indépendantes, les unes des autres, qu'ils fassent leur travail jusqu'au bout. Des hommes forts, on en a eu Mobutu, on n'en veut plus. Passons maintenant à un autre sujet de notre émission de séjour Synopsis. C'est par rapport au projet d'érection du pont Kinshasa-Brazzaville. Projet qui suscite aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive. Madame Anne-Marie Makombo, comment voyez-vous ces problèmes? J'ai le regret de constater que ce problème, le Congolais croit que c'est le problème seulement du Bas-Congo. C'est un problème national. C'est un problème national. Un jour, j'ai eu à écrire là-dessus sur le tweet. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, un internaute, disant que, croyant que j'étais de là-bas, du Bas-Congo. J'ai dit, je suis congolaise, donc ce problème m'interpelle. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons d'abord mettre de l'ordre dans notre pays. Si nous créons ce pont entre Kinshasa et Brazzaville, sans mettre de l'ordre dans notre pays, alors nous allons vers un désastre. Parce que nous avons dans notre pays une loi sur la normalisation et la métrologie. La métrologie, c'est l'art de la mesure, donc savoir connaître les normes de tout ce qui rentre dans notre pays, l'état de tout ce qui rentre dans notre pays. Et en ce moment, nous ne sommes pas du tout en règle avec cette loi. Quand bien même qu'elle a été votée, elle a été initiée par le sénateur David Moutamba, dans les années 70, oui, s'il vous plaît. Et malgré cela, cette loi n'est pas encore au point. Ce qui fait que dans notre pays, nous constatons aujourd'hui, n'importe quoi peut rentrer. N'importe quoi rentre dans... on ne contrôle pas vraiment, on n'a vraiment pas la même mise sur ce qui rentre dans le pays. Alors aujourd'hui, si on ouvre ce pont-là, ça sera vraiment l'hécatombe. Mais qu'est-ce que vous proposez à la place? De mettre d'abord de l'ordre dans notre pays. Cela veut dire que nous devons revoir cette loi et mettre des garde-fous. Oui. Savoir qu'est-ce qui doit rentrer, qu'est-ce qui ne doit pas rentrer, et savoir quelle est la qualité de la marchandise qui rentre dans le pays et les prix qu'on va y mettre dessus pour ne pas léser le peuple congolais. Je sais que l'Afrique entière attend impatiemment ce pont parce qu'ils sont intéressés, effectivement. Nous sommes 80 millions, donc 80 millions de consommateurs, là où ils vont déverser leurs produits. Mais que deviendront les producteurs congolais? Que deviendront les pauvres mamans, les pauvres paysans qui sont en train de produire? Va-t-on les protéger? Il y a des lois qui les protègent? Non. Nous voyons déjà ça maintenant avec les Chinois. Ils sont là, ils font les grossistes et ils font les détaillants. Donc il faut que nous mettons d'abord de l'ordre dans notre pays avant de faire ce pont. Mais nous sommes... Et je suis vraiment dans le regret de constater que les Congolais s'imaginent que c'est seulement le problème des ressortissants du Bas-Congo. Mais nous aurons que nos yeux pour pleurer. Si nous, tous les autres Congolais se désintéressent à ça, se désintéressent à ça, oui, et ne voient que c'est le problème des autres parce qu'ils veulent leur pont en eau profonde à Mwanda, oui, à Banana. Non! C'est le problème de tous les Congolais. Mais vous ne voyez pas que nous sommes un peu victimes d'une pratique coloniale aujourd'hui, celle de penser que des gros investissements doivent venir de l'extérieur? Est-ce que la RDC a suffisamment aujourd'hui la capacité
de décoller sur l'épargne locale. La RDC a la capacité de décoller sur l'épargne locale en faisant des investissements au niveau local. Mais si on les encadre bien, nous allons y arriver. Il faut encadrer. Mais les chefs de l'État prônent plutôt, parce que vous vous opposez catégoriquement à ça, mais les chefs de l'État veulent qu'on puisse d'abord commencer à construire le port en eau profonde des bananes. Oui, là je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Il faut d'abord faire le port de bananes. Mais le pont Brazzaville-Kinshasa, pas maintenant. Mais vous ne voyez pas que ça va faciliter les échanges, parce qu'avec nos ports aussi, en fait, c'est suffisamment très cher. Hein, que lorsque vous partez, ne fût-ce que pour dédouaner une voiture, vous dédouanez à un montant plus que celui que vous avez ce sont des choses que nous devons revoir. Ce sont des choses que nous devons absolument revoir. Voilà, Madame Anne-Marie, la mondialisation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Partant de cette proposition, cette loi, mais posons la question, qu'est-ce que la RDC pourra comme ça bénéficier? Avant de mettre sur pied ou bien de proposer une loi, pourquoi n'avait-il pas fait des études bien avant, des études approfondies pour essayer de voir qu'est-ce que nous allons gagner à leur place de proposer une loi sans vérification au préalable? De proposer une loi sur... Oui, c'est cette proposition de loi pour le pont. Donc, Ah, ok, d'accord. Mais c'est le problème de notre pays. Hein? Comme on dit en lingala, vulgairement, Zoba Liboso Mayele Sima. Nous, nous faisons d'abord et puis nous réfléchissons après. Regardez déjà ce qu'on nous fait là avec les sautes moutons. Partout, et ça fait un embouteillage, un désordre indescriptible dans la ville. Fallait-il faire tout ça en même temps? Donc, consulter les experts en la matière, comme l'autre fois on était avec le président des architectes congolais, M. Brunel Joseph Kinanga Gibale. Lui nous avait bien précisé, ces problèmes-là des sautes moutons ne va en aucun cas résoudre les problèmes des embouteillages. Ça va encore en créer de plus en plus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment... ça, c'est l'éternel problème de notre pays. On fait d'abord et on réfléchit après. Mais vous ne croyez-vous pas qu'il y avait des études de faisabilité pour rendre cette situation concrète, donc de la construction de tous ces ponts, routes, Kinshasa, Brazzaville, ainsi de suite? Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps. Et les artistes même ils ont cherché. Mais quand les gens veulent... Mais le problème de notre pays, on parle de ça, mais qu'est-ce que vous avez fait en interne dans le pays? Qu'est-ce que vous faites pour recevoir bien ce pont-là? Et qu'est-ce que vous allez aussi gagner? Non. Quels sont les inconvénients qui peuvent se présenter? On ne fait pas ce genre d'études. Ou bien on les fait, il y en a qui le font ça, je ne mettrai pas ma main à couper en disant qu'on ne fait pas. Je ne pense pas. Je pense que les Congolais, il y en a beaucoup d'intelligents qui proposent, qui font les études, mais on préfère ne pas s'occuper de ça. On écarte les experts. Oui, on écarte. À leur place des ignorants, des amateurs. Tout à fait. On voit tout de suite qu'est-ce qu'on va gagner comme commission en faisant ce pont. C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème. Mais lorsqu'il y a des gens qui veulent vous assister financièrement, comme le cas du président de la Banque africaine de développement, qui veut comme ça débourser une affaire de 50 millions de dollars pour... Parce qu'ils ont leurs intérêts là-dedans. Il y a 80 millions de consommateurs ici en RDC. C'est très alléchant. Et notre économie... Pour venir déverser leurs produits. Une économie extravertie. C'est très alléchant. Une économie extravertie, donc c'est bizarre. Donc nous n'allons même pas bénéficier de quoi que ce soit. 80 millions de consommateurs congolais. Mais le monde moderne, c'est aussi un monde de calcul et d'intérêt. Pourquoi... Nous aussi, nous devons faire nos calculs, nos intérêts. C'est ce que nous ne faisons pas. Nous faisons seulement des calculs et d'intérêts personnels. Ah, ça va me permettre, je pourrais m'acheter une autre maison. Ah, je pourrais m'acheter une voiture. Ah, je pourrais envoyer mes enfants en Europe. Ça s'arrête à ça. Les autres, après moi, le déluge. Mais il faut affirmer aujourd'hui aussi que la promotion des projets intégrateurs entre nos États doivent
impérativement s'intégrer dans la ligne directeur de notre développement économique et social. En même temps, vous ne voyez pas que la construction de ces ponts va apporter un nom au moulin à notre économie, où ça va faciliter les échanges, où les gens peuvent comme ça faciliter. Ça va enrichir l'extérieur, ça va désavantager le petit producteur congolais. Comment? Je donne un exemple, par exemple. Oui. Dernièrement, j'ai voulu acheter une mangue, les grosses mangues là qui viennent de Guadeloupe. Oui. Une mangue, on me le vend à 6 000 francs congolais. J'ai discuté, ils me disent 5 000 francs congolais. Je leur dis, là dans le magasin, là, le supermarché qui est là en face de moi, ils m'ont dit, il y a là-bas un bac de raisins. Les raisins, on ne produit pas les raisins ici au Congo. Ça ne pousse pas ici, ça vient de l'extérieur. Bac de raisins, on vendait ça à 6 500. La mangue, on me propose à 5 000. Et ça, beaucoup de gens adorent les raisins. Qu'est-ce qui va arriver quand on va ouvrir ce pont? Plein de marchandises comme ça arriveront. Le raisin ne se vendra même plus à 6 500. Ça risque de se vendre même à 4 000, 3 000. Et les mamans vont rester avec leur mangue à 5 000. Et qu'est-ce qui va arriver? On achètera chez ces mamans, elles vont s'appauvrir de plus en plus et on ne va acheter que ce qui viendra de l'extérieur. Consommation des produits de l'extérieur. Et le producteur congolais va s'appauvrir. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le bien-être des Congolais ou nous voulons le bien-être des gens de l'extérieur? Voilà. Oui, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission, mais j'aimerais savoir, madame, parce que les enfants sont pendant la période de vacances, et la foire internationale de Kinshasa qui aujourd'hui abrite plusieurs militaires, hein, donc ils sont là, les enfants n'ont pas vraiment un endroit pour se divertir, se distraire. Vous êtes politique, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme ça pour aider nos enfants à passer comme ça de façon agréable leurs vacances? Il n'y a que des kermesses partout, dans des funérailles, des funérariums partout. Alors, qu'en dites-vous? Effectivement, c'est fort dommage. Moi, un de mes sujets thèmes quand j'étais candidate députée, c'était justement ça, des espaces créatifs pour les jeunes. J'allais me battre là-dessus. Il fallait les espaces qui sont là qu'on les garde. Parce qu'on se rend compte dans tous ces espaces maintenant où on construit, où on fait... Oui, voilà, où c'est vendu, etc., etc. Donc on ne pense pas du tout à la jeunesse congolaise. Et moi j'aime beaucoup l'exemple de Bernard Tapie qui dit qu'il est issu d'une famille très très pauvre. J'ai lu un de ses livres, il a dit s'il a échappé au banditisme, c'est justement parce que dans leur commune, dès qu'il sortait de l'école, il allait dans les salles communales. Et là, il faisait son sport, il se défonçait à fond, il revenait fatigué, il prend son bain, il dort. Le lendemain, il va à l'école, etc., etc. Donc, ça diminue vraiment le banditisme, la délinquance chez les enfants. Mais malheureusement, ici, on ne tient pas compte de cela. Et moi, c'était vraiment un de mes thème, vraiment projet, quand j'étais candidate députée, je disais pour les jeunes, pour diminuer la délinquance, voilà un des aspects qu'il faut vraiment s'accrocher à cela. C'est très très important, des espaces créatifs pour les jeunes. Madame Anne-Marie Makombo, au regard de tous les problèmes dont souffre la République démocratique du Congo, notamment les problèmes qu'on a abordés au cours de cette émission sur les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, l'érection du pont Kinshasa-Brazzaville, la problématique autour de ce qui se passe à la Fékine, j'aimerais que vous puissiez résumer un peu votre mot et puis pour terminer. Je dirais que les politiques congolais, quand la politique ne va pas, rien ne peut marcher. Et surtout en Afrique, parce que les politiques ont l'art, quand je dis les politiques, donc les êtres humains qui sont en politique, toutes les institutions politiques, ont l'art de s'accaparer de tout. Ils ne laissent pas les institutions évoluer, être libres, être indépendants. Et c'est ce qui fait que rien ne marche. Et ils ont tendance aussi, quand ils sont là, j'y suis et j'y reste. Et ils sont là pour leur propre bien-être. Ils ne pensent pas à la population, au social
du pays. Donc moi, j'insiste sur le fait que notre président actuel doit vraiment s'appesantir sur ça, libéraliser les institutions. Ils doivent être libres et y mettre là-bas des hommes et des femmes intègres. Et la tolérance zéro pour tout abus qu'il y aura. Eh bien, c'est par ces credos de Madame Anne-Marie Makombo que nous mettons un terme à cette émission Synopsis. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous Madame Anne-Marie Makombo, dont la présentation a été faite dès le début de cette émission. Avec elle, nous avions parlé de la problématique autour des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle en réhabilitant certains députés et sénateurs, ainsi que l'érection du projet du pont Kinshasa-Brazzaville. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.